importante de l'écosystème transport public, autorités organisatrices, opérateurs de transport, constructeurs de véhicules et industriels fournisseurs de solutions IT ont préparé et intègrent aujourd'hui ce changement de paradigme, et surtout essayer de bien comprendre comment est-ce que ces parties prenantes accompagnent aujourd'hui le déploiement de ces solutions sur le terrain. Donc, pour commencer cette table ronde, je propose de repositionner le débat par rapport au contexte, aux problématiques et aux grands enjeux qu'il y a autour de ces systèmes numériques. Et je souhaiterais poser une première question peut-être à Hassen au sujet qui représente un opérateur de transport, donc premier utilisateur de ces solutions numériques, pour qu'il nous rappelle un petit peu les enjeux et la vision d'un opérateur de transport par rapport à ces sujets de technologie de l'information. Merci. Merci Marc. Alors oui, Keolis, on est un peu comme Transport for London dans la vidéo que vous venez de montrer. C'est-à-dire que sur notre parc, qui est à peu près de 10 000 véhicules sur l'ensemble de nos filiales. Il faut savoir que Keolis, c'est un groupe de transport qui a une organisation un peu fédérale et qui délègue beaucoup de ses compétences, de sa maintenance, de la technologie aussi, à ses grandes filiales, en l'occurrence Lyon, Lille, Bordeaux, etc. Donc nous, dans notre cas, comme c'est le cas pour d'autres transporteurs aussi, on a beaucoup de systèmes à bord de nos véhicules. On a effectivement des systèmes billettiques, des SAUV, des systèmes de comptage et toutes sortes d'instrumentations supplémentaires qui viennent chacune avec leur propre antenne GPS, chacune avec leurs besoins de connectivité et qui ont des cycles de renouvellement différents, qui sont des cycles de plus courts que ceux de la durée de vie des véhicules, et donc on a les mêmes problèmes de rétrofit, de renouvellement, et donc une standardisation des interfaces, ne serait-ce qu'au niveau hardware du matériel, ça permettrait d'apporter beaucoup plus de facilité dans les opérations de maintenance des systèmes embarqués, qui devient un poste de dépense qui est très élevé dans nos organisations. Alors peut-être, puisqu'on parle de ces problématiques d'installation dans les véhicules, je me tourne vers les représentants de constructeurs de véhicules que l'on a aujourd'hui pour cette table ronde. Philippe, de votre côté, quelles sont les problématiques que vous rencontrez justement par rapport à ce prééquipement des véhicules, cette installation de systèmes d'information à bord des véhicules? Merci Emmanuel. Je crois déjà que le film que vous avez vu donne une petite idée de la complexité d'un câblage d'un bus. Encore, ce qu'on a vu, c'est pas forcément le plus compliqué, il y a encore plus complexe. Et plus on avance dans le temps, et plus tout ça se complexifie et surtout se diversifie. Déjà aujourd'hui, les systèmes, comme disait Hassen de chez Keolis, évidemment, un bus n'est plus autonome, loin de là. Il est évidemment aujourd'hui en communication avec un dépôt, avec un centre de maintenance, avec un centre de régulation, etc., avec d'autres véhicules, quelle que soit sa motorisation, qu'elle soit thermique ou électrique. L'électromobilité va encore amener d'autres fonctionnalités qu'il va falloir aussi connecter, donc de plus en plus de fonctions, de plus en plus aussi de systèmes qui sont propriétaires, donc que nous met à disposition les exploitants à leur compte, pour intégrer à la fin un système complet. Et puis surtout, un bus, c'est très personnalisé. Donc c'est complexe, mais différent. Sur une chaîne, on va avoir 10 bus alignés effectivement les uns derrière les autres, mais il n'y en aura pas un qui aura le même câblage, parce qu'un sera pour Paris, avec leur propre système, un autre sera pour Lyon, et un troisième pour Göteborg, une autre ville. Donc évidemment, aller vers de la simplification, comme le propose IT4PT, c'est évidemment pour nous un gain de simplification de câblage, donc de facilité, on évite les erreurs, on diminue les coûts, puis au niveau de la maintenance, ça simplifie aussi beaucoup les choses. Il y a aussi un aspect important, c'est l'obsolescence des composants électriques, électroniques, des boîtiers. Donc ce que propose IT4PT, un réseau IP permet plus facilement de passer d'un boîtier à un autre sans pour autant revoir le câblage complet du véhicule. Jean-François, cette vision, je suppose, est partagée aussi pour le matériel roulant tramway?
Oui, tout à fait. Le matériel roulant tramway étant un bus guidé est intégré dans l'écosystème du bus. On voit de plus en plus les demandes des opérateurs d'intégrer des systèmes de plus en plus complexes, différents. Et ça nous pose à nous, en tant qu'industriels, les mêmes problèmes qu'un conducteur de bus, peut-être avec des dimensions un peu différentes, mais des problèmes de timing dans le choix et la définition des équipements embarqués par rapport à notre planning industriel. Et donc qui arrive souvent un peu trop tard et qui amène à des rétrofits sur les premiers véhicules. Ça nous amène à des problèmes également lorsque nous engageons sur des maintenances long terme dans le cadre de partenariats publics-privés par exemple, à avoir à prendre en compte le renouvellement des systèmes, de tous ces systèmes que nous ne fabriquons pas, que nous installons pour compte des opérateurs. Et on est dans cette problématique-là, dans la même position qu'un Keolis ou qu'un Transport for London. Merci. Donc je me tourne maintenant vers les fournisseurs de systèmes, Actia, Ineo. Marc, de votre côté, quelle est votre vision par rapport à ces enjeux, cette problématique de système numérique? Nous, vous l'avez vu dans le film, en effet, on doit implémenter et monter des équipements électroniques donc, dans des véhicules existants. La place est comptée, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Quand on le fait en rétrofit, on doit impérativement démonter un certain nombre d'équipements. Donc plus on peut rationaliser et éliminer toutes ces tâches finalement sans valeur, puisque le véhicule a été monté et puis ensuite à nous de le démonter pour l'équiper. Et on peut rationaliser, c'est-à-dire travailler en amont sur ces sujets-là, plus c'est simple. Voilà. Donc d'un point de vue industriel, c'est très efficace. Et donc pour mener de telles actions en amont, il faut des standards, il faut quelque chose qui définisse finalement les conditions initiales d'équipement. Et à ce moment-là, on aura des économies dans tous les sens, et notamment au niveau des équipements de montage. Philippe, pour Ineo, oui, sans répéter ce que vient de dire Marc, je pense qu'effectivement il faut quand même souligner le fait qu'on est dans un monde au fait très personnalisé, et ça part en fait globalement du bus, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'en fait on a un certain nombre de bus, même sur une même flotte, avec des configurations extrêmement différentes, donc on arrive à faire des intégrations qui peuvent être même sur un même réseau différent. Donc vous voyez en fait en termes d'industrialisation on en est loin, et encore une fois je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. En fait on est quand même en 2016, on avait à travailler en fait quasiment en artisanat pour pouvoir intégrer des boîtiers électroniques de plus en plus nombreux dans des véhicules, et en fait c'est quand même tout l'intérêt, encore une fois, et je pense qu'on le redira de nombreuses fois dans cette conférence de la IT4PT, de réunir à la fois des industriels, des opérateurs et des constructeurs de bus. Il était temps, parce que je pense qu'on a des gros progrès à faire et pouvoir se concentrer sur d'autres tâches, notamment sur l'innovation, et on en reparlera. Effectivement, vous avez raison Philippe de souligner que la coordination de ces différents acteurs, de vous tous réunis, de cet écosystème qui est un marché relativement complexe où chacun a un rôle bien défini. Si on regarde un petit peu le positionnement du marché aujourd'hui et le rôle de chacun justement autour de ces systèmes numériques, on comprend bien le rôle clé du prescripteur, de l'autorité organisatrice et parfois de l'opérateur de transport pour justement pousser vers la standardisation, puisque Marc, vous l'avez évoqué, c'est un des enjeux clés des interfaces entre les systèmes numériques. Le rôle des industriels à proposer des solutions de plus en plus interopérables et avec des interfaces ouvertes, et évidemment les constructeurs de véhicules à être en mesure de préparer l'intégration de ces systèmes le plus facilement dans les véhicules. Donc le contexte est posé, les problématiques sont assez claires. Est-ce que aujourd'hui, quelle est votre vision du marché à l'heure actuelle? Est-ce que vous sentez réellement que les choses sont en train d'évoluer dans ce sens? Est-ce que Hassen, peut-être en tant qu'opérateur de transport, vous préconisez déjà ces standards, ces solutions au moins interopérables dans vos appels d'offres, dans vos cahiers des charges? Alors nous, on n'a pas d'obligation dans nos délégations de services publics de standardiser ou de déployer ce type d'initiative. Par contre, puisque
le déploiement d'IT4PT par exemple, ça serait une solution au problème qu'on a pu décrire tout à l'heure, alors il est dans notre intérêt, nous, d'intégrer par exemple dans nos appels d'offres constructeurs, parce qu'on achète plusieurs centaines de véhicules par an en propre chez Keolis. Ou alors quand on est en conseil auprès des autorités organisatrices de transport, de leur proposer d'intégrer des descriptions en phase avec IT4PT sur les réglementations d'interface entre systèmes, etc., pour faciliter les rétrofits et les interfaces futures, parce que nous on se rend compte, je reviens un peu au contexte, au problème qu'on a, mais quand on doit faire des interfaces, systématiquement on se retrouve avec des interfaces propriétaires entre les systèmes. Donc le grand classique, Kinéo est là, il y a l'interface entre SAUV et billettique. Ben c'est toujours le même problème parce que c'est pas toujours la même billettique, c'est pas toujours la même génération de SAE, et puis même de toute façon c'est pas les mêmes données qui sont toujours échangées. Donc voilà, on essaye de solutionner tout ça en essayant de mettre dans nos appels d'offres des documents IT4PT, des règles IT4PT. Philippe, est-ce qu'en tant que constructeur de véhicules, vous sentez aujourd'hui également qu'au niveau du marché, il y a des demandes de plus en plus fortes de la part des autorités organisatrices et des opérateurs à pousser l'introduction de ces standards dans les véhicules? Oui, clairement, il y a une demande qu'on sent. Il y a quelques clients qui demandent des référencements véhicules avec justement cette option IT4PT. Le problème, c'est qu'il faudrait que ça aille encore plus vite. Parce que nous, constructeurs, on a encore une fois tout intérêt à aller vite sur ces sujets. L'intégration d'un bus sur plan électrique complet de A à Z, une fois qu'on a intégré nos fonctions pour gérer les ports, pour gérer la motorisation, etc., et le poste de conduite, c'est déjà bien compliqué. Quand on intègre encore là-dessus des systèmes qui viennent de nos clients ou opérateurs, ça rajoute un niveau de complexité. Et il y a souvent des interfaces fonctionnelles, mais aussi contractuelles, qui ne sont pas forcément évidentes quand il s'agit d'intégrer ces fonctions. Et donc à chaque fois, c'est une véritable aventure. Et une aventure qui est différente, vous avez compris, entre chaque ville. Donc voilà, dans l'intérêt de chacun, pour faire baisser nos coûts, parce qu'un bus, c'est finalement, pour un bus simple de 12 mètres, c'est 1000 heures de manœuvre, dont une grande partie est liée au câblage. Donc au plus on a intérêt à baisser les coûts, évidemment, on retrouvera tous notre compte. Donc il y a une pression, mais qui n'est pas encore assez forte. Il faudrait qu'on essaie d'aller plus vite. De votre côté, Jean-François? Oui, alors cette pression sur les coûts, nous on l'a bien senti sur les systèmes de tramway. Elle est très très prégnante, particulièrement en France, mais dans le monde entier. À ce titre-là, on a lancé un programme de R&D qui s'appelle Attractis. L'objet est de développer et de préparer un système de tramway complet, intégré, pré-engineered, pré-pensé. Et dans ce système de tramway intégré, on a amené la contrainte ou l'objectif de passer nos tramways en IT4PT, afin de pousser à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de l'entreprise, l'idée que le tramway doit s'intégrer dans l'écosystème de l'opérateur, et il faut lui faciliter cette intégration. Donc un test avec Attractis. Dans le programme de R&D Attractis qui est encore en cours, on a commencé à faire des appels d'offres, et on voit que les industriels commencent à être présents et à répondre, présents à nos demandes. Et parallèlement, on voit qu'en Europe du Nord, sur les tramways, certaines entités organisatrices se lancent ou vont se lancer avec des initiatives de cet ordre. Côté des industriels, justement, donc vous êtes confrontés au quotidien à devoir connecter vos systèmes entre eux. Est-ce que c'est plus simple aujourd'hui que ça ne l'était hier? Alors je vais être clair, notre motivation côté industriel, côté actif automotive, elle est à 100%. Nous sommes dans les fondateurs d'IT4PT, donc très tôt on s'est rendu compte de l'intérêt d'introduire des standards pour simplifier notre travail. Alors simplifier notre travail, c'est simplifier les risques, c'est simplifier bien sûr les interfaces avec nos collègues. Nous sommes obligés, on ne fournit pas tout,
Donc nous sommes capables de travailler avec l'ensemble des industriels pour faire arriver ces standards le plus rapidement possible. Hein. J'entends ASEM, il faut aller vite. Hein. Donc ces standards, pour nous, c'est moins de risques, c'est des économies dans les développements, bien évidemment. Hein. Donc c'est une simplification du travail, c'est des installations bien plus simplifiées. Donc il n'y a pas photo, hein. On est dans un rapport de 1 à 3 sur l'élimination des risques et des coûts. Encore une fois, pour ne pas répéter ce qui vient d'être dit, en fait, le mot qui a été souvent prononcé, c'est interface. Donc interface, c'est deux systèmes différents, donc forcément des problèmes qui peuvent être techniques, mais aussi contractuels, et du temps passé. Du temps, on passe beaucoup de temps sur les interfaces. Alors on passe interface contractuelle, technique, mécanique, toutes sortes d'interfaces, et ce temps, en fait, est pas forcément utile et bénéfique au client final. Donc l'idée c'est de se concentrer sur le bénéfice client et d'offrir des véritables systèmes qui puissent être déployés le plus rapidement possible et de réduire cette durée d'implémentation. Vraiment le propre de cette initiative, c'est effectivement s'orienter plus vers le bénéfice client et des systèmes qui soient utiles au client que passer des mois et des mois à définir des interfaces entre des fournisseurs de systèmes qui, quelque part, le client final n'en a pas vraiment utilité. Donc on comprend bien, hein, on a entendu à plusieurs reprises les mots standardisation, interface, interopérabilité de ces systèmes. Donc la standardisation effectivement apparaît comme un catalyseur finalement qui va permettre de faciliter l'intégration des systèmes, de les rendre interopérables et donc de fait d'avoir une optimisation, une rationalisation des coûts au global des systèmes numériques. IT4PT, dans ce cadre-là, est justement créé pour fédérer l'ensemble des acteurs, l'ensemble des parties prenantes de cet écosystème, pour justement faciliter et accompagner le déploiement de ces systèmes. Puisque la standardisation est de fait indispensable, mais sans doute pas suffisante. Il existe plusieurs exemples passés qui ont démontré que les standards ne se suffisaient pas à eux-mêmes et qu'il était important de suivre leur implémentation, de valider leur implémentation pour garantir cette interopérabilité sur le terrain. Je crois que d'ailleurs, Hassen, à ce sujet, vous avez quelques expériences passées qui démontrent tout l'intérêt de ce type d'association pour que l'ensemble des acteurs travaillent ensemble. Alors effectivement, un standard ou l'application d'une norme comme celle qui est citée dans la vidéo, un 1349, et celle qui est portée par IT4PT, c'est sujet à interprétation. Et nous, donc chez Keolis, évidemment, on a un intérêt à standardiser au maximum tout ce qu'on peut. Et on a fait l'expérience avec le standard Siri, donc sur l'échange des informations temps réel, particulier pour l'information voyageur. Et effectivement, que si chacun développe en Siri avec sa propre interprétation, quand on essaie d'interfacer et de faire communiquer les systèmes entre eux, on peut se retrouver avec soit des aberrations, soit tout simplement quelque chose qui ne fonctionne pas, et donc on a besoin d'avoir un cadre et une référence à laquelle chacun pourra appeler comme un juge de paix, comme quelqu'un qui apportera une légitimité lors des différentes implémentations. Philippe, pour Ineo, en tant que fournisseur de systèmes numériques, l'enjeu aussi pour vous de ces interfaces standards, on l'a bien compris, est clé. Est-ce que vous aussi vous partagez cette vision du besoin d'être accompagné pour valider justement ces implémentations et garantir à votre client final que l'intégration se passera le mieux possible? Oui, l'exemple donné pour la norme Siri, en fait, elle est un bon exemple parce qu'effectivement, on avait cette promesse de dire on a un standard et on va pouvoir implémenter très rapidement. Et bon, la réalité est que effectivement, il faut quand même quelques jours des hommes jours d'ingénieurs pour déployer. Un minima où on est sur des 15 jours. Aujourd'hui, c'est ce temps en fait pour être certainement réduit avec une aide et surtout un arbitre pour effectivement simplifier et
qu'on puisse avoir des fournisseurs. On est vraiment dans une logique plug and play, ce qui n'est pas tout à fait le cas, parce qu'on a encore une fois des interprétations dedans. Donc effectivement, un arbitre ou un guide, pas vraiment un arbitre, parce qu'effectivement on n'est pas dans un conflit, on est plus dans un accompagnement, mais quelqu'un qui puisse accompagner et donner les bonnes règles et des guides pour simplifier tout ça, c'est effectivement appréciable. En fait, juste pour rajouter une remarque, la standardisation en elle-même, ça n'a pas de valeur ajoutée. Et donc nous, si on veut se concentrer sur des services innovants, etc., on s'appuie sur la standardisation pour réaliser ces services, mais en elle-même, passer beaucoup de temps à l'implémenter, ça n'apporte rien. Oui, en fait c'est un socle qui est nécessaire, pas forcément suffisant, mais ce socle-là, on doit l'avoir et s'appuyer effectivement au-delà des normes sur des guides pour être sûr qu'on a vraiment le bénéfice attendu, c'est-à-dire de ne pas perdre de temps dans ces interfaces. Oui, juste pour compléter ce que vous venez de dire, Philippe, c'est finalement on a besoin d'un cadre, hein, on a besoin d'un cadre qui nous permette de faire des implantations, comme vous l'avez compris, qui soient homogènes, mais ça nous permet aussi d'éviter de faire plusieurs fois la même chose, donc de refaire les mêmes erreurs. Donc ça va dans le sens d'aller plus vite aussi. Donc aller plus vite, hein, c'est d'arriver à une maturité des solutions IT for PT bien plus importante, hein, et on y travaille. Le projet EBSF2 est vraiment dans cette lignée-là. Voilà. Donc c'est offrir plus de services, hein, c'est se focaliser sur notre valeur ajoutée. Philippe, sur la partie standardisation, vous évoquiez en introduction ce besoin finalement d'aller très vite, hein, au-delà de préconiser, même d'imposer maintenant ces standards de fait. Quelle est votre expérience justement de l'utilisation de ces standards? L'utilisation de ce standard, déjà pour nous, ça permet de ne pas se poser cette question une fois qu'on aura cette arête Ethernet dans notre véhicule. Si un composant qu'on achète sur étagère est conforme à IT4PT par rapport à des contrôles d'interopérabilité et des contrôles de conformité à un standard, pour nous, voilà, on sait qu'on n'a pas de questions à se poser, c'est du plug and play et c'est pour l'intégration, ça va très vite. Au niveau de la réponse aux appels d'offres, ça évite aussi d'avoir forcément à attendre de trouver tous nos partenaires électriciens et tout ça soit bien ficelé avant de faire une offre, parce que du câblage dépend beaucoup d'heures, donc évidemment beaucoup de coûts. Le jour où ça sera effectivement plus ou moins devenu un standard appliqué, à ce moment-là on n'aura plus de questions à se poser, on pourra faire une offre en toute légitimité et sans pour autant y perdre trop de temps. Pour la fabrication, on a vu évidemment, c'est évident qu'on va gagner du temps. Et puis pour la maintenance, que ce soit pour nous pendant la phase de garantie ou pour nos clients à terme, bien évidemment, en ce qui concerne le débugage, au plus on met de câbles et de connecteurs, au plus on a de chances d'avoir des défauts, souvent fugitifs, donc avec beaucoup de pannes aléatoires, souvent, donc surtout au démarrage. Donc c'est bien d'éviter autant que faire se peut le nombre de connexions. Donc là, ça va tout à fait dans le bon sens de la connectique, de la fiabilité, et de la disponibilité des véhicules, donc pour le bien-être de nos clients et des constructeurs. Donc vraiment, pour une fois, je suis convaincu à 300%. Jean-François, vous évoquiez que donc, ces architectures standards type IT4PT sont déjà inscrites dans votre cahier des charges Attractis. Donc pour vous, c'est aujourd'hui une réalité. Quelle est votre expérience sur ce... C'est une réalité, et ce sera une réalité quand on aura notre premier contrat. Non, moi, au-delà de tout ce que disait notre collègue, avec lequel j'adhère à 100%, hein, on a exactement les mêmes visions et les mêmes sujets, et en plus avec une vision à beaucoup plus long terme, puisque nos véhicules sont construits pour une trentaine d'années. Donc au-delà de ça, l'objectif c'est d'arriver à ce que les pitiés imposent, demandent ce standard-là, et ce que nous on arrive à sortir un tramway blanc entre guillemets, IT4PT Inside. C'est qu'avec l'aide de l'association, on soit d'accord pour qu'il y ait une espèce de labellisation ou quelque chose dans ce style qui permette à tout le monde de gagner du temps. Dans la spécification, dans l'appel d'offres et dans la mise en route des systèmes.
Exactement. Et donc pour rebondir sur ce point, vous l'avez aperçu dans la vidéo, mais un acteur aujourd'hui comme Transport for London s'est inscrit également dans cette démarche, dans son rôle de prescripteur, puisque Transport for London aujourd'hui inscrit déjà une préconisation IT4PT dans toutes les consultations et cahiers des charges de nouveaux matériels roulants, avec pour horizon le renouvellement de son système d'aide à l'exploitation à horizon 2020. Donc un acteur comme TfL aujourd'hui a déjà intégré et anticipe un déploiement à un horizon 5 ans qui tient compte du taux de renouvellement de la flotte de véhicules en partant du principe que d'ici 5 ans, en gros 50% de son parc sera renouvelé. Donc il y a effectivement un certain nombre d'exemples concrets aujourd'hui de déploiement, de prescription de ces architectures. Alors peut-être pour finir ces échanges, et puis on demandera également aux personnes présentes ici s'ils ont des questions et s'ils veulent intervenir. Je voudrais qu'on aborde le sujet du modèle économique, parce que là on a parlé d'un changement radical, d'un changement de paradigme sur les technologies, sur l'introduction de ces standards, sur l'accompagnement des implémentations pour garantir l'interopérabilité et une intégration le plus rapide possible. Mais au-delà de ça, ça implique aussi un changement d'un point de vue du modèle économique. Alors je me retourne en premier lieu vers les fournisseurs de systèmes, puisque pour vous, de ce point de vue-là aussi, ces architectures orientées services s'inscrivent dans ce que l'on entend de plus en plus de mobility as a service. Donc comment est-ce que vous, en tant qu'industriel, vous êtes préparé et vous allez pouvoir bénéficier de ce changement de modèle économique? On s'y prépare parce qu'on le voit vraiment venir. C'est vrai qu'on a un véritable changement de paradigme entre un monde en fait aujourd'hui hétérogène avec des systèmes où on passe beaucoup de temps à interfacer, et le système standard qui va nous apporter en fait des déploiements beaucoup plus rapides, donc aussi des pertes de valeur quelque part. Donc aujourd'hui, en tant qu'industriel, on prépare notre évolution d'offres vers plus de services, une offre plus large, et encore une fois, encore plus orientée aux bénéfices clients, pendant moins de temps, comme ça a été souligné tout à l'heure, sans les problèmes techniques, et beaucoup plus aujourd'hui. Je pense que c'est aussi une bonne chose en tant qu'industriel de pouvoir orienter notre offre sur des services, de nouveaux services autour d'une architecture qui a un socle qui fonctionne bien, et on peut aujourd'hui permettre de construire des nouveaux services attendus par les opérateurs et les autorités. Donc voilà, donc nous on s'y prépare, on sait que on existe depuis presque 40 ans, donc on a vécu des révolutions techniques, plusieurs révolutions techniques. Le GPS n'existait pas il y a 40 ans, on a su évoluer. Je crois que maintenant la véritable évolution qu'on aura à traiter dans les prochaines années, c'est plus des évolutions forcément très technologiques, mais beaucoup plus une orientation vers du service, et on s'y prépare depuis maintenant quelques mois, quelques années. Marc, Actia Automotive est prêt également? Oui, bien sûr. Alors, nous finalement, le cash, donc les coûts de développement que l'on a, mettre 1 euro pour aller faire des interfaces et mettre 1 euro, le même euro pour aller faire de la valeur client, ça suffit. Il faut que désormais ça soit un quart de demi-euro pour faire des interfaces, et tout le reste, toute l'énergie, toute la valeur de l'entreprise doit être transférée vers des offres à forte valeur ajoutée, des nouveaux services pour les clients. Voilà, donc là, on a clairement un mouvement des développements qui va passer vers plus de valeur pour les clients. Voilà. Donc IT4PT va nous aider finalement à travers les standards à se focaliser un peu plus, à simplifier toute la partie amont, la partie finalement qui n'apporte aucune valeur, qui coûte, vers plus de valeur. Voilà. Donc c'est vraiment radicalement l'orientation qu'a pris Actia sur ces sujets-là. Jean-François, vous évoquiez précédemment également un enjeu économique de rationalisation des gains de ce total cost of ownership. Comment vous projetez sur cet aspect de changement de modèle économique? Il y a un premier changement de modèle économique pour nous venant du monde du tramway, c'est qu'on espère que arrivant sur le monde du bus, qui est un monde beaucoup plus large et beaucoup plus diversifié, on va avoir accès à des offres plus effectives et moins chères.
Et dans un deuxième temps, je pense qu'avec le backbone qu'il y a sur le train, est-ce que des nouveaux acteurs vont rentrer sur ce marché-là dans un modèle complètement différent, où ce sont eux qui investissent sur le petit système ou le software installé sur le calculateur qui va être là, pour offrir un nouveau service qu'aujourd'hui je ne connais pas, mais qui est un service qui va intéresser le passager dans son expérience client au moment où il va être dans le tramway. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est le backbone qui va permettre de charger des applications? Le tramway devient un espèce de smartphone et il y a des nouvelles applications qui viennent intégrer dessus. Alors, peut-être un petit peu loin, mais c'est ce genre de choses qui vont arriver, à mon sens, dans les 5-10 ans qui viennent. Et donc, il faut être prêt. Au niveau du numérique de ces systèmes d'information, pour vous aussi, il y a un impact sur le modèle économique de votre activité? Je dirais que les possibilités sont bien entendu infinies. La première que je vois qui est à peu près évidente, c'est l'ajout effectivement de fonctionnalités supplémentaires. On passe plus son temps à câbler, mais à faire justement des fonctions qui apportent de la plus-value à nos clients et qui leur permettent aussi de baisser leur coût de maintenance. Je citerai qu'un exemple, c'est la maintenance prédictive. C'était un des volets aussi du projet EBSF dont on faisait partie. Le fait d'avoir des équipements embarqués qui sont tous quasiment intelligents aujourd'hui et qui sont capables de s'auto-diagnostiquer va permettre d'avoir sur ce backbone tout un tas de nouveaux composants capables de s'auto-diagnostiquer et d'envoyer des alertes au dépôt en disant attention, je vais bientôt tomber en panne ou je me sens pas bien et j'ai besoin d'être remplacé, etc. Donc ça va permettre d'anticiper, ça va permettre d'aller plus vite au niveau de la maintenance, au niveau du debug. Donc forcément, c'est des coûts en moins pour nos clients. Et donc de la force en plus pour notre métier de manière générale, donc pour les constructeurs aussi. Donc c'est voilà, première application à très court terme. Après, il y en aura des multitudes d'autres dont on ignore encore aujourd'hui l'idée. Oui, voilà un excellent exemple de nouveaux services. À Seine, vous êtes rassurés. De fait, les industriels sont prêts, les constructeurs de véhicules sont là, vous proposent de nouveaux services, les fournisseurs de systèmes vous garantissent des solutions interopérables. Que souhaitez-vous plus? En fait, c'est vrai que nous aussi on a cette problématique parce que nous aussi on a des clients finalement. En tant qu'opérateur, on est client et des passagers et des autorités organisatrices. Et aux passagers, on a envie de fournir le meilleur service possible. Et aux autorités organisatrices, on veut leur garantir une excellence opérationnelle par exemple. Et donc effectivement, si on prend l'exemple du télédiagnostic, de la télémaintenance, c'est des sujets qui sont de plus en plus importants et par exemple avec les véhicules à énergie nouvelle, électrique ou GNV, etc., il y a des choses nouvelles à mesurer, qu'on mesure déjà dans les véhicules thermiques, mais là on est à stade d'innovation, d'expérimentation chez tous les transporteurs et donc du coup on essaie de surveiller ce qui va se passer dans ces nouvelles lignes qu'on va lancer. Et donc les outils qui exploiteraient une architecture embarquée générique, facile à interfacer, permettraient de réaliser ce type de supervision facilement. Il y a plein d'exemples comme ça. Si dans un monde idéal, ce que vous appelez le backbone, donc le réseau il peut embarquer qui permet de plugger des modules, soit hardware, soit software, etc., est le même à Lille et à Bordeaux, alors la même application estampillée Keolis pourrait être déployée sur les mêmes réseaux. Et on pourrait avoir un bouquet de services qui serait différent d'un type d'exploitation à une autre. On pourrait avoir un service d'éco-conduite dans des grands urbains et on pourrait avoir un service de télécollecte des chronotachygraphes dans les interurbains. Et tout ça juste en chargeant une application. Moi je sens que la scène jubile avec IT4PT, mais c'est vrai, mais finalement on entend quand même souvent des obstacles sur IT4PT, sur comment je dois l'installer. Voilà, donc IT4PT pour ça, le groupe toujours qui va soutenir les standards, va aussi soutenir toutes les autorités organisatrices dans ces premiers pas. Et les premiers pas sont vraiment importants, et en particulier, quelle tactique que j'ai, puisque finalement j'ai énormément d'équipements installés sur le véhicule, comment je peux faire pour migrer.
Vous avez raison, Marc. Cet aspect, cette phase de migration, de transition, de passage entre ces architectures existantes de systèmes numériques et ces nouvelles architectures standardisées est clé. Et de ce point de vue-là, l'association IT4PT a un rôle essentiel pour, encore une fois, accompagner les implémentations du mieux possible avec l'ensemble des acteurs. Et encore une fois, je cite de nouveau l'exemple de Transport for London parce que de ce point de vue-là, il est assez remarquable. Il est nécessaire d'anticiper, de ne pas attendre dès maintenant, de commencer à préconiser, d'anticiper les déploiements futurs pour garantir justement une interopérabilité maximale et limiter le risque dans les phases d'intégration. Et cet aspect de migration est évidemment essentiel et ensemble, vous pourrez l'accompagner plus facilement. Il nous reste une dizaine de minutes. On peut peut-être se retourner vers l'audience et recueillir quelques questions, quelques réactions de votre part. Oui. J'ai l'impression de poser les mêmes questions que j'ai posées il y a 3 ans. J'espère que la réponse sera plus positive. Il y a eu une question sur la certification. Parce que ça, je pense qu'en termes d'accompagnement des autorités organisatrices, des gens qui rédigent des appels d'offres, c'est plus facile. C'est plus facile de savoir qu'un produit a été certifié IT4PT et qu'on peut l'accepter tout de suite, plutôt que de se lancer dans des tests qu'on ne maîtrise pas forcément à tous les niveaux. Donc est-ce que vous avez avancé sur le sujet de la certification? Ça, c'est la première question. Deuxième question qui est très importante, et l'actualité nous le montre de plus en plus. Est-ce que vous avez travaillé, parce que vous travaillez sur la sécurité du système? Est-ce que c'est une problématique qui est complètement intégrée dans votre approche? Ou bien est-ce qu'on va, dans 5 ans, apprendre dans les journaux qu'il y a tout un réseau de bus qui a été hacké par un smartphone et que les bus circulent librement dans la ville? Ça, c'est la deuxième question. Troisième question, est-ce qu'il y a une norme qui a été publiée? Et est-ce qu'il y a un agenda de publication de cette norme? Quatrième question. Et Jean Ferny, vous avez parlé d'accompagnement, mais alors pour Londres, je pense que, je ne sais pas s'ils sont membres, mais est-ce qu'il y a aussi un accompagnement pour des petits projets qui peuvent être mis en place? Parce que moi, j'interviens plutôt sur des petits projets à l'international, et ça m'intéresserait de pouvoir dire, voilà, il faut que les systèmes qui soient proposés soient standardisés et compatibles à IT4PT. Voilà. Tout à fait. Merci pour ces questions. On va peut-être les prendre à rebours. Je passerai la parole sur certains points. Alors, sur l'aspect accompagnement des acteurs de moyenne ou petite taille, évidemment, il y a un besoin clé de ces acteurs-là. Alors, le Transport for London, lui, qui est un très gros acteur, fait partie de l'association. Vous pouvez voir le logo sur l'écran ici. Mais je dirais que le besoin d'accompagnement, il est presque plus sur les acteurs de petite taille, moyenne taille, qui n'ont pas forcément les compétences internes sur ces sujets de nouvelles technologies. Donc évidemment, ils ont toute leur place dans l'association pour accompagner cette transition. Je vais prendre la troisième question, toujours à rebours, et je passerai la parole sur les deux autres. Sur la publication des standards, oui, aujourd'hui, les standards sur la partie embarquée sont publiés, au moins sur la partie interface physique, câblage connecteur. Donc on a évoqué à plusieurs reprises la norme EN1349, donc, qui est la norme de référence aujourd'hui sur ces sujets-là. Donc la partie interface physique est publiée, la partie protocole de communication, donc mécanisme d'échange de données, elle aussi est publiée depuis l'année dernière. Et le travail aujourd'hui porte essentiellement sur la troisième partie de la norme qui consiste à définir le modèle de données, la spécification des services sur vraiment l'échange des informations entre systèmes. Donc ces travaux-là sont portés par le groupe de standardisation européen TC278WG3 et ils prennent en compte évidemment les résultats des groupes de travail de l'association IT4PT. Voilà sur le calendrier. Évidemment sur les normes back-office dont on a également parlé. Siri est une réalité depuis longtemps et maintenant un standard de fait déployé un peu partout. Netex
et a été là aussi publié, je vois que Christophe Duquesne est là, donc il pourra peut-être réagir aussi sur ce point-là. Mais Netex est aujourd'hui également une réalité avec de plus en plus d'exemples d'implémentation sur le terrain et un besoin également, je pense, de suivi des implémentations. Hein, je pense que Christophe, vous pourrez peut-être dire 2 mots là-dessus. Donc effectivement, ces standards aujourd'hui sont des normes européennes existantes. Alors sur les 2 autres sujets, sur la partie sécurité, je vais peut-être me retourner vers nos amis industriels, hein, puisque vous êtes directement concernés par le sujet. Est-ce que vous êtes prêts à faire face à ces attaques massives de hackers demain de ces systèmes? Donc la réponse est bien évidemment oui. Hein. Oui, on a introduit la partie sécurité hein, dans les travaux. On a des groupes de travail hein, justement dans IT4PT qui permettent de rassembler l'ensemble des parties prenantes. Et donc ça nous permet de partager. Au-delà de ça, il y a des méthodes aujourd'hui. Hein, donc justement depuis un an, la presse en a fait ces quelques premières pages. Hein. Bon, donc il y a des méthodes. Hein, il y a des méthodes qui existent, critères communs et autres, des méthodes pour approcher ces problématiques de sécurité. Donc on va être dedans, on va le lancer, on va appliquer exactement. Donc Actia c'est un leader au niveau produits télématiques première monte, hein, notamment pour les camions ou pour l'automobile. Donc on sait parfaitement comment aborder les choses. On l'a déjà fait pour certains clients. Donc on va l'introduire dans IT4PT bien évidemment. Je laisse peut-être le complément. Juste en complément, faut voir, on parle de véhicules et on sait bien de parler de sécurité sur le niveau des véhicules. Et en l'occurrence, si on parle de SAUV, il y a aussi un système central. Donc on considère en fait la sécurité de l'ensemble du système, protège depuis ce qu'il y a au sol, le logiciel au sol, et dans sa continuité. En fait, les véhicules ne sont que de continuité et il y a une protection globale du système pour pouvoir éviter les intrusions, que ce soit à travers le sol, le poste central ou à travers le véhicule. Et c'est effectivement un des points critiques, parce qu'il est hors de question de laisser prendre le contrôle d'un système qui gère une flotte de véhicules dans une ville par des hackers. Et donc la dernière question, ou la première, sur la certification, est-ce que quelqu'un veut réagir? Tu sais réagir, mais bon, disons la certification, je vais faire le porte-parole d'IT4PT, mais disons on a créé, hein, tous les fondateurs ont créé IT4PT avec une idée aussi, hein, qui est celle d'avoir un organisme tiers de confiance vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes qui puisse exécuter un certain nombre de tests, définir des tests, les exécuter sur des plateformes de référence et qui puissent finalement labelliser donc les produits et les systèmes qui sont amenés. Voilà, donc que ce soit des systèmes très simples hein, jusqu'à des systèmes un peu plus complexes. Donc effectivement aujourd'hui la IT4PT en tant qu'association propose des services de labellisation qui permettent aux industriels de venir tester leur système sur une plateforme intégrée de manière à obtenir un label de conformité avec le standard. Et par ailleurs, un groupe de travail a été initié dans le cadre de l'association sur la composante labellisation du véhicule, parce que là on parle des labellisation des systèmes de manière unitaire, mais il y a aussi une composante véhicule, de manière à bien définir et valider ce qu'est un véhicule IT4PT Ready, hein, puisqu'on en a parlé. Mais IT4PT Ready, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique? Comment est-ce qu'on valide que le véhicule est bien prêt à recevoir des systèmes IT4PT compliant. Donc effectivement, cette notion de labellisation aujourd'hui est complètement intégrée aux travaux de l'association. Peut-être Christophe, vous voulez rajouter un mot sur la partie back-office, puisqu'on en a beaucoup parlé. Oui, merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un des acteurs qui participe à la définition de Siri et Netex. Donc j'ai beaucoup apprécié ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait qu'il y avait un besoin d'accompagnement. Effectivement, quand on produit la norme, c'est un gros paquet de papier. Quand il faut l'implémenter, il y a un besoin d'accompagnement dessus. Et je le confirme de l'autre côté. Moi, en tant qu'expert sur ces domaines-là, je suis très régulièrement sollicité, que ce soit par les AOT comme le STIF ou à l'international, régulièrement par la Norvège par exemple ces temps-ci, pendant les phases d'implémentation. Et il y a effectivement un besoin très important d'accompagnement, de définition de profil, de définition de bonnes manières, de bonnes pratiques
de définition d'outils, de validation pour arriver à une certification. C'est un besoin qu'on a mis sur la table avec IT4PT, avec l'UITP, qui est en train d'émerger. J'espère qu'on arrivera à monter quelque chose et un groupe support sur ces domaines-là. Je vous engage d'ailleurs à, quand vous vous tournez vers IT4PT, à manifester ce besoin, parce que plus on voit les acteurs et l'expression de ce besoin, plus on aura de facilité à établir un groupe pour effectuer ce support. Mais il y a un vrai enjeu là-dessus. Hein. Les systèmes, ils ne se développent pas tout seuls, et la montée en compétence sur les normes, elle a besoin d'un accompagnement très clairement. Donc, merci pour le travail réalisé dans cette direction. Merci Christophe. D'autres réactions dans la salle? Non, bien écoutez, on va pouvoir conclure. En conclusion, finalement, on se rend compte que ce changement de paradigme, cette standardisation, rationalisation des architectures numériques est aujourd'hui une réalité, qu'il faut évidemment ne plus attendre pour déployer ces standards sur le terrain. On a bien compris également que le standard est nécessaire, mais certainement pas suffisant. Et de ce point de vue-là, on voit aujourd'hui que l'ensemble, encore une fois, des parties prenantes, autorités organisatrices, opérateurs de transport, constructeurs de véhicules et industriels, sont en train de s'organiser, se sont organisés pour adresser cette problématique du déploiement. Et il est primordial de continuer à fédérer un maximum d'acteurs pour garantir une interopérabilité et un déploiement le plus rapide de ces solutions numériques qui répondent, et on l'a vu, je crois, sur ce salon Transport Public et édition 2016, que la composante numérique et tous ces nouveaux services à valeur ajoutée sont bien évidemment clés pour le monde des transports publics. Il me reste à remercier les différents intervenants. Merci beaucoup pour la qualité de ces échanges. Merci à vous d'avoir assisté à cette table ronde qui est la dernière de ce salon, hein, dernier jour, dernière table ronde. Merci à vous tous et à très bientôt.